Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et on va continuer de parler de fraude justement, puisqu'aujourd'hui, André Berkov, dans ce face-à-face, vous recevez Charles Prats, ex-magistrat de la délégation nationale à la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Bonjour Charles Prats. Bonjour. Alors Charles Prats, bonjour. Effectivement, on est toujours, je dirais, heureux de vous recevoir, parce que quand vous avez écrit le cartel des fraudes 1, puis le cartel des fraudes 2, d'ailleurs, on dit, allez, ce magistrat, il nous dérange, quand même, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'occupe des problèmes quotidiens? Et puis, non. Alors, justement, je rappelle comme ça quelques chiffres que vous avez déjà évoqués, et Dieu sait. Un petit chiffre intéressant, par exemple, il y a en France 67 millions d'habitants. Il y a les bénéficiaires de l'assurance maladie sont 75,3 millions d'habitants. Donc, il y a 8,2 millions d'habitants qui ne sont pas habitants en France, il ne s'agit d'être français ou pas, c'est pas le problème, qui bénéficient de façon totalement illégale, arnaqueuse et indue de l'assurance maladie et de toutes les assurances. Et puis alors, en ce moment, Charles Prats, on avait fait, évidemment, longuement, on avait parlé de tout ça avec vous. Et puis aujourd'hui, voilà, on parle de taxation des rentes, taxation de l'épargne, taxation des assurances vie, les livrets A, etc., etc. Et puis alors, il faut voir, puis le chômage, il faut quand même le réduire, ça va pas, les indemnisations du chômage, etc. Et dites-moi, vous avez écrit ces livres, le premier est paru il y a combien? Il y a 4 ans? Septembre 2020. Septembre 2020, voilà, presque 4 ans, voilà, et le second un peu plus tard. Et aujourd'hui, est-ce qu'on en est toujours dans ce merveilleux paysage où les choses ont légèrement changé, ou pour le meilleur ou pour le pire? Bah écoutez, les choses n'ont malheureusement pas changé, on en est toujours au même point. Vous savez, l'année dernière, il y a quasiment un an, c'était assez drôle, je vous raconte l'anecdote, vous savez, quand on a voulu me faire la peau, et donc quand j'ai été sanctionné par le Conseil supérieur de la magistrature pour avoir ouvert ma gueule, si vous me passez l'expression, 2 jours après l'annonce de la sanction, le ministre du budget de l'époque... Comment ils avaient pour quelle cause? Qui s'avaient prétexté? C'était sur mes tweets. Voilà, et c'était notamment mes tweets qui expliquaient qu'il fallait poursuivre policièrement et judiciairement les Black Blocs. Qui cassait tout, et ça, vous comprenez, ça, il faut pas le dire. Bref, je ferme la parenthèse. Il fallait trouver un prétexte. Et juste après, vous avez dit. Et donc, juste après, 48 heures après, le cabinet de Gabriel Attal, qui était ministre du budget, appelle au tribunal de Paris où j'étais encore, en disant, hey, le ministre veut parler à Charles Prats. Il faut trouver une date, dites-lui de nous rappeler. Bon, moi, ça me faisait rire. Je vous dis pas la panique que ça a mis au tribunal. Ils étaient tous comme ça. C'était assez drôle. Mais bref. Donc, le rendez-vous ne s'est pas fait tout de suite parce qu'il y avait le débat des retraites à l'époque. Et donc, Gabriel Attal devait suppléer Olivier Dussopt, qui était absolument nul dans l'hémicycle. Olivier Dussopt, qui à l'époque où il était ministre du budget, a refusé de venir débattre ici, chez Sud Radio, face à moi, justement, de tous ces problèmes de fraude, tellement il avait la trouille de se faire mettre en PLS sur ce sujet-là. Et donc, finalement, Gabriel Attal me demande de venir le voir au mois de mai. Mai 2023, d'accord, pour parler de ses plans de lutte contre la fraude. Vous savez, il avait présenté le plan de lutte contre la fraude fiscale, sociale, etc. Et donc, je vais le voir au 5e étage à Bercy, dans le bureau du ministre classique. Ça me rajeunissait un petit peu du temps où j'étais à Bercy. Je peux voir que ça n'avait pas changé à déco, c'était assez sympa. Et donc, on discute. Et puis, je lui dis, voilà, si vous voulez faire quelque chose, c'est ce problème du surnombre des assurés sociaux pris en charge. Et donc, voilà, vous avez, d'après la Cour des comptes, le rapport de 2020, 8 millions de personnes prises en charge en trop, alors quand vous enlevez les gens qui ont vocation, qui ne sont pas résidents, mais qui ont vocation à quand même être dans le système, ça vous fait 5-6 millions de personnes, quoi, à peu près. Ce qui est pas mal. On va dire 5 millions. Ouais. Bon, je dis voilà, le vrai problème, il est là, il est pas ailleurs. Le reste, comparativement, c'est rien. C'est peanuts, on peut aller courir derrière les infirmiers, derrière les transporteurs sanitaires, les médecins, les gars qui fraudent aux arrêts de travail, machin. On peut s'amuser à aller courir derrière, mais le vrai bloc de dépenses, les milliards, les dizaines de milliards de dépenses en trop, c'est ça. Ce sont les assurés sociaux pris en charge. Vous aviez même avancé le chiffre de 50 milliards par an. Tout à fait. Puisque moi, à l'époque, en 2020, j'en trouvais 4,9 millions, 5 millions, avec les documents de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, de 2020. Et quand vous rapportiez ça à la dépense
dépenses moyennes de protection sociale, ça faisait 52 milliards et quelques, une cinquantaine de milliards d'enjeux de fraude. Le sujet, il était là. Quelques temps après, la Cour des comptes nous disait non, c'est pas 5 millions, c'est 8 millions de plus. Donc bon, il y avait un vrai problème. Et donc là, je le dis à Attal, je lui dis, bah voilà, monsieur le ministre, votre problème, il est là. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'il avait dans le tiroir le rapport, le tout dernier rapport de l'Inspection Générale des Finances et de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui datait du mois d'avril 2023, qui n'avait pas encore rendu public, il allait le faire quelques jours après. Et dans ce rapport, l'IGF et l'IGAS, donc les deux inspections, Inspection Générale des Finances, Inspection Générale des Affaires Sociales, ont fait une annexe entièrement consacrée à ce problème-là, du surnombre des assurés sociaux, pour essayer de voir ce qui se passe et d'expliquer ce surnombre. La mission officieuse, c'était de dire, Prats raconte des bêtises, sauf que, il conclut pas que Prats raconte des bêtises. Il conclut en disant, l'écart est aporétique. Enfin, le rapprochement semble aporétique. Aporétique. C'est-à-dire qu'ils n'y arriveront pas. Ah oui, d'accord. Mais ils ont admis l'écart. Ils admettent un problème sur au moins 4 millions de personnes. Et donc c'est écrit noir sur blanc par l'Inspection Générale des Finances et l'Inspection Générale des Affaires Sociales, et qui conclut, en écrivant noir sur blanc, que c'est la priorité en matière de lutte contre la fraude. Alors pourquoi les inspections font ça ? Vous savez, c'est de hauts fonctionnaires. Ils ont compris que potentiellement vous pouvez avoir un problème si par exemple il y a une alternance politique en 2027 et que finalement les choses sont mises sur la place publique. Les gens vont dire attendez, qu'est-ce qui s'est passé toutes ces années-là ? Qui sont les responsables? Donc on va aller rechercher les responsables, notamment dans l'administration. Et donc là, en bon aux fonctionnaires, ceinture, bretelles, parapluie, ils pourront dire mais attendez, nous, les inspecteurs, les inspections, nous l'avons dit au ministre, nous le lui avons écrit. Après, le ministre, il décide. Mais nous, on a fait notre job. Et il l'avait fait en 2013. Il y a 10 ans auparavant, ils avaient fait la même chose. C'était le rapport de Boris Ravignon, à l'époque, pareil, IGF-IGAS. Et c'était là où on découvrait je crois que c'était 7 millions à ce moment-là de droits ouverts en plus que de gens qui existaient, et 8 millions de cartes vitales actives en surnombre. Donc eux, ils ont fait le boulot. Gabriel Attal, il avait les documents, il a un rapport d'inspection qui lui dit exactement la même chose que Charles Prats. Alors on va en parler parce qu'on va savoir qu'est-ce qu'il vous a dit, ce qu'il vous a répondu Charles Prats, et pourquoi on en est là après cette petite pause. Et puis si vous voulez des questions, des interrogations, des explications, vous nous appelez au 0826 300 300. On essaiera de répondre à toutes vos interrogations. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes au moment où le magistrat Charles Prats, qui a enquêté, et Dieu sait combien, sur la fraude sociale, le cartel des fraudes, je rappelle tome 1 et tome 2, notamment, il est dans le bureau de Gabriel Attal, qui n'est pas encore Premier ministre, qui est ministre du budget. Donc c'est à Bercy. Donc il vous parle. Et qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous lui avez dit, écoutez, voilà le problème. Le problème ici, c'est 5 millions ou 8 millions de indus, de bénéficiaires indus. Qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là? Là-dessus, rien, en fait. Rien du tout. Non, mais il vous a pas dit oui, c'est non, ça. Alors soit son cabinet ne l'avait pas briefé sur ce problème-là, soit de toute manière, comme ce n'était pas dans les mesures qui allaient être annoncées, qui avaient été préparées par ses services dans le cadre du plan de lutte contre la fraude sociale, il a rien dit. D'accord. Il a rien dit, et depuis qu'il est Premier ministre. Et vous voyez, il n'en parle pas, et c'est quelque chose, j'ai remis ça sur le tapis il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, puisque vous aviez à l'Assemblée nationale un débat justement parlementaire, ce qu'on appelle les semaines de contrôle. Oui. Donc il y avait un débat sur le premier bilan des plans de lutte contre la fraude justement, fiscale et sociale de Gabriel Attal. Et donc là c'était le ministre actuel du budget, Cazenave, qui était au banc, et donc les parlementaires, les députés lui posaient des questions. Et donc Patrick Hetzel, qui était le président de la commission d'enquête sur la fraude sociale, a interrogé le ministre du budget sur ce problème-là. Et donc le député Patrick Hetzel dit à l'époque Prats vous a dit qu'il y avait un problème sur les millions d'assurés sociaux pris en charge en plus que des gens qui existent. Nous on vous l'a dit aussi, la commission d'enquête, parce qu'on l'avait établi. Dernièrement, l'année dernière, donc l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales vous l'ont dit, vous l'ont écrit. Disant, c'est la priorité, il y a au moins 4 millions de personnes. Qu'est-ce que vous foutez? Est-ce que vous allez vraiment prendre ce problème à bras le corps? Et alors là, le ministre du budget, en bon politique, n'a pas répondu. En fait, il a répondu à côté. Il a dit oui, on a traité le problème des cartes vitales. Il reste plus que 36 cartes vitales en surnombre. Enfin,
une réponse totalement... vous voulez dire rien à voir, rien. Voilà, Quoi. Totalement à côté, il ne répond pas sur la vraie question. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont très embêtés. Vous savez, c'est comme pour PlaceNet XXL, c'est pas le même sujet, mais bon, il y a une question qui a été posée aussi il y a une semaine ou deux sur le premier bilan de PlaceNet XXL. Et donc, c'était Franck Alizio, le député RN de Marseille, qui pose la question. Et qui dit combien il y a eu de mandats de dépôt. Donc en gros, XXL Super, des interpellations de la police, des trucs, des saisies, tout ce que vous voulez, mais combien de mecs en prison, quoi. On va au résultat. Alors là, la ministre qui répondait, c'était pas Dupond-Moretti parce qu'il était pas venu à l'Assemblée ce jour-là. La ministre qui raconte plein de trucs, mais qui donne pas la réponse. Et je regardais, je crois que Libération a fait un grand article, je me demande si c'est pas ce matin ou hier, là-dessus, sur le bilan de PlaceNet XXL, puis ils le disent. Ils ont posé la question des suites judiciaires en disant au final, combien de gars en prison? Le ministère de la Justice a refusé de répondre. Donc c'est symptomatique. C'est-à-dire, on leur parle du problème des millions d'assurés sociaux pris en charge en plus, ils ne répondent pas. Et là, dernièrement, vous voyez, sur PlaceNet XXL, on leur dit attendez, c'est super votre truc, vous mettez des milliers de policiers et de gendarmes sur le terrain. Quel résultat? Moi, je suis magistrat, pénaliste. J'ai été juge d'instruction, j'ai présidé la correctionnelle. Je connais quand même le système. Et je sais que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, comme disait Chirac. C'est clair. Combien de gars au Newf, combien de crânes, comme on dit à la PJ. Et là, pas de réponse. Parce qu'à mon avis, il ne doit pas y avoir beaucoup de crânes. Mais attendez, alors pour revenir à la fraude sociale, quand même, c'est hallucinant, quel que soit c'est pas alors les uns disent 5 millions, les autres disent 8 millions. Enfin, c'est énorme, effectivement, 50 milliards, vous l'avez répété, d'euros que ça coûte chaque année. Ce qu'on comprend pas, c'est quoi? C'est de dire circuler, rien à voir, on en fume jusqu'au moment où, je sais pas, on verra en 2027 aux élections. C'est quoi quand même là? Vous connaissez quand même, vous les fréquentez assez, Charles Prats, vous êtes magistrat. Qu'est-ce qui fait que les choses, c'est qu'ils ont intérêt à ce que ça reste sous le tapis ou quoi? Alors, politiquement, c'est compliqué et c'est un sujet qui est évidemment hautement inflammable. Vous savez, à l'époque, donc quand j'étais magistrat à la délégation nationale de la lutte contre la fraude, c'était sous Sarkozy, donc on est en 2010, 2011, 2012, et puis on avait fait une grande campagne de communication, vous savez, frauder c'est voler, celui qui fraude sera sanctionné, etc. Et donc avant de lancer cette campagne de communication, on avait fait beaucoup d'études, des groupes de parole, des sondages, etc. Donc moi j'avais un peu assisté à tout ça, et notamment aux réactions des groupes représentatifs de la population. Des groupes de citoyens, voilà. etc. C'était un des sujets qui était dans les 4-5 sujets prioritaires des Français, la fraude aux prestations sociales principalement, et qui était évidemment très éruptif. Et le problème, c'est toujours ce qu'on vous dit. Déjà à l'époque, on nous disait il faut pas qu'on parle de ça, sinon on va faire monter le Front National. C'était ça, Et ça fait 10-15 ans que ça dure. C'était donc depuis 15 ans, ça. C'est à chaque fois, c'est mon Dieu, ça va faire monter à l'époque Front National. Maintenant Marine Le Pen, maintenant Jordan Bardella, Éric Zemmour, ou qui sais-je, qui vous voulez. Leur problème, il est là, c'est qu'ils se disent mon Dieu, si on parle de ça, le choc électoral derrière va être immédiat. Oui, mais les mecs, si vous aviez pas fait le boulot depuis 15-20 ans, vous auriez pas ce résultat-là. Et c'est d'ailleurs quand j'avais sorti mes 2 bouquins, ce que j'avais dit, si Emmanuel Macron avait été ultra malin sur ce sujet-là, il prenait le sujet à bras-le-corps, il disait mais attendez, moi c'est quoi ce bordel? Vous me réglez ça dans les 2 ans. Et puis voilà, et là il prenait 15 points dans les sondages, évidemment. Celui ou celle qui va prendre le taureau par les cornes sur ce sujet-là et qui va régler véritablement le problème, et pas simplement faire de l'esbrouf, lui, il va ou elle va vraiment monter et va vraiment répondre à la demande des Français. Est-ce que c'est éruptif parce que c'est lié à l'immigration, parce que c'est lié aux étrangers, etc., qui vivent à 120 ans dans tel pays? C'est lié à tout. Alors vous avez évidemment un sujet immigration, mais l'ensemble de la fraude sociale, ou fiscale d'ailleurs, puisqu'on peut parler de... Parce que vous savez, on dit souvent fraude fiscale, les principales fraudes fiscales, c'est la TVA. On sait que le principal secteur, c'est le bâtiment, c'est le BTP. Et si vous commencez à regarder un petit peu qui sont les fraudeurs à la TVA dans le BTP, vous allez arriver assez rapidement à un sujet qui n'est pas très très éloigné de l'immigration. Travail illégal, fraude fiscale, notamment dans ce type de secteur, on n'est jamais très loin de la problématique immigration. Mais ça, ubérisation. Ubérisation, en fait. Oui, mais pas que. Mais vous avez un certain nombre de communautés qui sont spécialisées dans la fraude à la TVA, qui sont spécialisées dans le travail au noir, etc. Donc c'est quelque chose qui est su, qui est connu. Vous aviez même du financement d'organisations terroristes. Moi, j'en ai démantelé là-dessus, notamment les Kurdes. Le PKK finance
se finançait en France par la fraude à la TVA et le travail au noir. Voilà, par la fraude fiscale et sociale. Et c'était pas le petit français boulanger du coin, hein, c'était des Kurdes. Bon, voilà, c'est su, c'est connu, c'est documenté. Bon. Mais si vous voulez, c'est un sujet qui effectivement est un sujet immigration, mais pas que. Vous voyez la réforme des retraites. Moi, j'étais très opposé à la réforme des retraites pour une première raison. C'est que qui dit réforme des retraites dit on baisse les pensions, hein, c'est ça, hein, c'est baisser les pensions des gens, des retraités. Mais ça, vous ne pouvez le faire, si c'est nécessaire, effectivement, en matière financière, que si vous avez avant lutté contre la fraude et pris l'argent dans la poche des voleurs avant de la prendre dans celle des contribuables. Et donc, vous ne pouvez... et les gens, intuitivement, ils le ressentent. Vous ne pouvez leur demander des efforts que si à côté, vous commencez par travailler sur ceux qui volent l'argent public. Commencez à attaquer les voleurs avant d'attaquer voilà. Et donc, tout ça, les gens le ressentent intuitivement, ils le voient bien. Et donc là, on commence à leur dire, vous voyez, le président de la République a dit, il faut pas de loi de finances rectificative. On n'a pas un problème de dépenses, on a un problème de recettes. Alors quand vous voyez le niveau des dépenses publiques, vous avez peur d'entendre un tel discours. Et quand on dit on a un problème de recettes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut augmenter les impôts. Je peux vous dire que le contribuable, vous venez de le dire, hein, les gens parlent de taxer la rente, machin, etc. Le contribuable, il va commencer à avoir rouge. C'est clair. Voilà, aussi rouge que la bonnette de Sud Radio, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Faut prendre le bas de laine. Allez, et le sujet, il est là. C'est pour ça que c'est un sujet qui est très réactif. Mais comment ça se fait? Alors justement, on va juste, Charles Prats, on va prendre une petite pause et on va continuer à parler de ça parce que c'est fondamental, parce que c'est là où la marmite bout, le plus possible, et le couvercle commence à un peu gigoter, c'est le moins que l'on puisse dire. On se retrouve après cette petite pause et avec les auditeurs de Sud Radio. Parce que vous êtes beaucoup déjà à réagir sur le Facebook de Sud Radio, mais vous pouvez aussi nous appeler au 0826 300 300 pour réagir, poser vos questions et vos interrogations. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec le magistrat Charles Prats. Je rappelle les cartels des fraudes, effectivement, il faut le dire. Fraude sociale, fraude fiscale. Et on parle effectivement de la dette publique qui est en train d'exploser, mais on ne compte plus, hein. C'est fini, c'est trop généreux tout ça, quoi. Qu'il en coûte plus de 3000 milliards d'euros. On ne compte plus tout ça et on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on va taxer? Mais non, qu'est-ce qu'on va aller taxer? Oui, on cherche, hein, on va voir. Les immeubles, les propriétaires, la taxe carbone, la taxe sur effectivement l'amiante et tout le reste. Alors, Charles Prats, ce qui est étonnant, donc la personne qui vous a demandé de venir, qui s'appelait Gabriel Attal, ministre du Budget en 2023. Et aujourd'hui, il est Premier ministre. Aujourd'hui, on parle de tout cela. Et au fond, il y a quelque chose de très étonnant, si on veut, c'est que les choses sont en l'état. 2020, il y avait les commissions d'enquête, vous le rappelez, vos livres, etc. Mais au fond, est-ce que ça veut dire que qu'est-ce qui peut ébranler l'extraordinaire watt du système, l'extraordinaire feu, enfumage, coton de fumée du système, quel qu'il soit, avec quel que soit le bord politique, qui fait qu'au fond, la marmite peut encore tenir, elle n'est pas complètement, le couvercle peut tenir. Alors ça peut durer encore des années comme ça. Tant que vous n'aurez pas un ou une politique qui a les cojones, si vous me passez l'expression, d'y aller, oui, ça va continuer. Et puis c'est pas grave, ça coûte pas cher, c'est l'État qui paye. C'est l'État qui paye, oui. Sauf que les gens oublient que l'argent de l'État, l'argent public, c'est l'argent des Français, comme il sort pas de nulle part. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est voilà. Tant que on n'aura pas un décideur politique qui aura le courage de dire ok, là on y va. Ouais. Et objectivement, ça ne demande pas beaucoup de courage politique, hein. Il s'agit juste de dire ok, banco, on y va. Moi demain, Attal m'appelle, il y a mon téléphone, hein, donc il me dit bah voilà, Monsieur Prats, prenez la tête d'une opération nettoyage et puis allez-y, puis démerdez-vous pour essayer de trouver des économies, de trouver de la fraude et de faire en sorte. Moi j'y vais, je m'en fous, hein. Je suis pas du bord politique d'Attal, mais je suis d'abord un serviteur de l'État à la base. Donc vous dites que c'est faisable, Charles Prats. Mais aujourd'hui, demain, c'est faisable. Mais attendez, mais moi là, vous voyez, on est quel jour là? On est le 9 avril.
On est le 9 avril. Le 9 avril, demain on m'appelle, 1er mai, je suis opérationnel, j'appelle qui il faut, je monte une équipe, où j'utilise les équipes qui sont là, et puis on y va. Et dans les 6 mois, 1 an, on va faire du boulot et puis on vous récupérera un peu de sous. Sécurisation des paiements de l'État pour éviter les fraudes comme on a connu pendant la période Covid. Donc vous pouvez travailler là-dessus. Vous pouvez évidemment travailler sur la fraude à la TVA, donc avec les utilisations logicielles précoces. On n'invente rien, c'est des choses qui existent depuis déjà une dizaine d'années. La sécurisation de la base des assurés sociaux, évidemment là-dessus. Sur la lutte contre la fraude sociale dans la branche famille ou dans la branche maladie, on peut y aller. Vous savez, sur la branche maladie, on parle beaucoup de l'assurance maladie. Ouais. Pareil, c'est des données de la Cour des comptes qui n'ont pas du tout été exploitées et les gens ont peu vu ce qu'il y avait. Mais à l'époque, on était avant le Covid, la Cour des comptes nous expliquait que 67 millions d'habitants, 66 800 000 bénéficiaires individuels de remboursement de soins. C'est-à-dire quasiment 100% de la population résidente, alors que dans les sondages, dans les sondages, il y a 16% des gens qui vont pas voir le médecin chaque année. Donc, première fois qu'on avait une photographie un peu floue du tourisme médical. Et la Cour des comptes n'osait pas le dire, mais a quand même écrit les données dans son rapport. Voilà, donc ça veut dire qu'on avait 15% des gens où on peut se questionner de savoir s'ils sont pas résidents, qu'est-ce qu'ils foutent à bénéficier de remboursement d'assurance maladie pour se faire soigner. Et voilà, donc si vous voulez, moi j'arrive demain. Je suis immédiatement opérationnel, alors que ce soit pour Gabriel Attal, que ce soit pour Jordan Bardella, pour Marine Le Pen, pour Laurent Wauquiez, pour Valérie Pécresse, comme c'était prévu à l'époque, pour qui que ce soit, je m'en fiche. Là, ce qui compte, c'est de faire tourner l'État, c'est de sauvegarder l'argent public, et c'est notre pognon. C'est pas le pognon de Poutine ou de Biden ou de je sais pas qui. C'est le pognon des Français. Donc, à un moment donné, il va falloir peut-être comprendre qu'il faut arrêter de le jeter par les fenêtres. Parce que là, en plus, le pognon qu'on jette par les fenêtres, si vous voulez, c'est de l'argent qu'on emprunte. Moi, je suis Haut-Savoyard, et en Haut-Savoie, on a une coutume de dire, c'est que nous, on jette l'argent par les fenêtres. De l'extérieur vers l'intérieur de la maison. C'est plus ça. Mais alors juste une chose, puisque vous dites, et je trouve que c'est plus qu'intéressant, c'est vraiment très essentiel. Vous dites qu'aujourd'hui, techniquement, humainement, on a tout à fait les moyens de faire ça. Et à votre avis, comme ça, en faisant ce qu'il faut et sans être ni brimé, ni censuré, ni évidemment pressuré, vous pensez que vous pouvez faire baisser la fraude de combien en 1 an, par exemple? Franchement. Je veux pas m'avancer sur des chiffres comme ça, parce que c'est tellement difficile. Vous savez, la fraude, on en parle, on peut faire des plans, des études, des trucs, etc. Mais à un moment donné, après, il faut être sur le terrain pour aller chercher le fraudeur. Toujours pareil. Moi, contrairement à beaucoup de commentateurs sur le sujet, j'ai le petit avantage d'en avoir attrapé des fraudeurs, en tant qu'inspecteur des douanes, en tant que juge d'instruction, magistrat, j'ai tout fait. C'est-à-dire que moi, je suis allé chercher des mecs par la peau des fesses. J'ai aussi conçu des plans, des textes de loi, etc. Donc, je sais que ça peut être assez compliqué. Je sais aussi que ça peut donner des bons résultats. Donc, voilà, je sais faire. Et donc, l'expérience, je vous dis, il faut pas se dire on va récupérer, vous dire là, moi, je vais récupérer 42,4 milliards. Non. On y va, on fait le boulot, et puis après, tous les ans, on voit ce que ça rapporte. Voilà, c'est ça la bonne solution. Et c'est pour ça que moi, ça finit par me faire sourire. Au début, ça m'énervait, puis maintenant, je trouve ça tellement ridicule. Quand ils vous disent, oui, on va faire une évaluation de la fraude. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? On le sait qu'il y a un problème de fraude fiscale et sociale. Arrêtez de vouloir évaluer. Évaluer, c'est quoi? C'est perdre encore du temps. C'est appeler des universitaires, puis ils vont être tous là en train de regarder le sexe des anges. Non, on va sur le terrain et puis on chope les mecs. C'est tout. Mais juste une chose, avant de donner la parole aux auditeurs, je sais qu'ils sont très nombreux à appeler. Charles Prats, vous parlez de l'administration, on en parlait aussi hors antenne. Mais est-ce que vous n'allez pas avoir ce phénomène qui dit oui, très bien, on fait, mais l'administration va dire nous aussi on savait, comme vous dites, à tous les niveaux, il savait, il dit mais si on fait, ils vont nous dire qu'on n'a pas travaillé. Et donc, est-ce qu'il ne veut pas y avoir une pression de l'administration, je parle au milieu, pour dire oui, attendez, les gars, on va pas vous faciliter le truc. Alors, vous aurez une pression de la haute administration, c'est-à-dire des décideurs, des grands patrons, etc. Vous n'aurez pas une pression de la base, parce que je peux vous dire que les contrôleurs, les enquêteurs à la base, ils attendent que ça. Les gars n'attendent que ça. Moi, je discute beaucoup avec des contrôleurs de l'assurance maladie, des CAF, des allocations familiales, des gens du fisc, des douanes.
Je garde, dans ma carrière, j'étais le secrétaire général de la CGC de tout le ministère des Finances, d'une des 7 fédérations de fonctionnaires. Donc, j'ai encore un petit peu de contact quand même dans cette grande maison qu'est Bercy, et également après aussi, vous savez, je dirigeais les CODAF, donc les comités opérationnels départementaux antifraude. Donc toutes les CAF me connaissent, toutes les CEPAD me connaissent. Et vous dites que la base, elle est prête à... Mais la base, elle voit les choses. C'est ce que je vous disais, c'est que l'enquêteur de base, lui, il le voit le truc. Il a envie d'y aller. Il veut qu'on lui donne des moyens pour y aller. Il veut qu'on lui donne plus de personnel pour y aller. Et on lui donne pas les moyens. Ils ont les moyens juridiques, encore faut-il leur expliquer comment les utiliser. Et puis surtout, ils sont pas assez nombreux. Vous avez quoi, 700 contrôleurs dans les CAF en France? En tout? Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent à 700? Ils peuvent pas faire plus que ce qu'ils font. Vous avez combien de gars dans les URSSAF qui luttent vraiment contre le travail illégal? Ils sont pareils, un peu plus, je crois qu'il doit être 1500 ou 2000, je sais plus. Les types, il y a que 24 heures dans une journée, donc ils font déjà de très beaux résultats, mais ils peuvent pas faire plus. Quand on voit des gens qui encombrent un certain nombre de bureaux et d'administrations qui ne servent pas à grand chose, mais enfin, donc à un moment donné, il faut parce que le data mining, l'intelligence artificielle, tout ça, c'est très bien, les ordinateurs. Mais à un moment donné, pour aller choper un fraudeur, c'est pas un ordinateur qui va aller choper un fraudeur. Faut qu'il y ait un bonhomme qui y aille, qui l'attrape, et puis il faut faire la procédure derrière. Et puis la procédure, faut la faire de manière à ce qu'elle soit admissible devant une juridiction si jamais il doit y avoir une poursuite administrative ou pénale. Et donc ça se fait pas forcément par ordinateur, ça. Il faut quand même qu'il y ait des bonhommes et des femmes derrière. Facteur humain, faut pas l'oublier, ça, absolument. Facteur humain plus coronesse, comme vous disiez. Ça fait beaucoup réagir. On a Bruno qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Oui, bonjour, et merci à André une nouvelle fois pour la qualité de ses invités et pour le courage concernant les sujets abordés. Alors j'ai une question simple à poser. Monsieur Pratt y a en partie répondu. Ces vraies fausses cartes vitales, 3, 4, 5 millions, est-ce qu'il peut nous rappeler où elles sont fabriquées, qui les achète, comment il est possible finalement de frauder la Sécu à partir de ces fausses cartes vitales, j'imagine qu'il en a déjà eu sous les yeux, d'où elles viennent et qui les achète? Charles Prats. Alors, ce ne sont pas des vraies fausses cartes vitales. Voilà, je vais encore une fois me répéter. Ce n'est pas un problème de fausses cartes vitales, c'est un problème de droit ouvert à la sécurité sociale. Des fausses... Non, mais il faut une carte vitale pour ça, non? Oui, mais c'est pas grave. Si vous avez un droit ouvert à la sécurité sociale, à l'assurance maladie, on vous la donne, votre carte vitale. Puisque vous avez un NIR, et vous avez des droits ouverts, donc vous avez votre carte vitale avec les droits ouverts dessus. Donc elles sont imprimées, elles sont produites par l'entreprise qui les fabrique, et donc c'est géré par le GIE Carte Vitale, Sésame Vitale. Et donc ce sont des vraies cartes vitales. C'est un problème de droit ouvert à la sécurité sociale derrière. Donc on n'est pas sur un problème de carte vitale. Des fausses cartes vitales, il y en a eu, ça existait notamment sur les premières générations, avec la puce qui avait été craquée, et donc il y avait des problèmes de sécurité sur les puces. Mais ça a priori été résolu. Donc on n'est pas sur 4-5 millions de fausses cartes vitales. Il ne faut pas prendre cet argument parce que les gens confondent, et derrière ça permet à ceux qui ne veulent pas qu'on parle du sujet de dire voyez, il raconte n'importe quoi. Vrai. Non, Charles, je ne sais pas si c'est Philippe, mais je voudrais dire les 7 millions ou 6 millions, 5 millions, 8 millions, quand les prestataires indus qui n'ont pas qui sont affectés, qui n'ont pas à avoir ça, quand ils vont bénéficier des prestations sociales, santé et compagnie, ils ont quoi comme ils peuvent avoir une carte vitale ou une attestation de droit, et de toute manière ils ont ce qu'on appelle leur NIR, leur numéro d'identification répertoire, qui est un NIR certifié, et donc ils peuvent s'inscrire à la caisse d'allocation familiale, ils sont inscrits à la caisse primaire d'assurance maladie, l'assurance vieillesse, etc. Si vous voulez, exemple type, la personne qui n'est plus résidente en France mais qui a conservé ses droits ouverts, par exemple à l'assurance maladie, avec sa carte vitale toujours active, alors que normalement elle ne devrait plus l'être, il ne devrait plus avoir de droits. Puisqu'elle n'est plus en France. Voilà, qui n'est pas adhérent à la Caisse des Français de l'étranger, etc., qui n'est plus en France. Bon, ça, typiquement, c'est de la fraude. Les gens qui reviennent se faire soigner, parce que ça coûte moins cher de se faire soigner, c'est payé par la Sécu française, plutôt que d'être soigné, que sais-je, dans quel pays, etc. Bon, voilà, on est sur ce genre de choses. Les gens qui ont des identités multiples, on a connu ça, on le sait, notamment avec la problématique de l'immatriculation des gens nés à l'étranger. On peut, à l'aide de faux documents, s'immatriculer très facilement à la Sécurité sociale française, et donc quelqu'un qui connaît le système peut se créer 5, 10, 15, 20 fausses identités. Et donc va avoir 5, 10, 15, 20 numéros de sécurité sociale, et peut donc aller faire la tournée des popotes 5, 10, 15, 20 fois. Voilà. Donc. Et c'est facile à faire, ça? Bah oui, évidemment.
C'est d'une simplicité. Non, mais c'est hallucinant quand on se dit que... Mais c'est très simple. Je l'ai expliqué même au ministre. Voilà, vous prenez une fausse pièce d'identité européenne. Parce que quand vous avez une identité européenne, on vous demande pas de titre de séjour pour être en France. Donc vous faites une fausse carte d'identité belge, par exemple, pour ne pas citer un exemple bien connu, avec un extrait d'acte de naissance d'un pays ésotérique type Afrique, ancienne colonie du Royaume de Belgique. Pour rester dans une logique cohérente. Donc vous êtes là, vous avez une pièce d'identité qui justifie que vous parliez français, un lieu de naissance qui est cohérent avec votre nationalité. Vous pouvez être de toutes les couleurs, parce que des Belges, vous pouviez être expat, ce que vous voulez, etc. à l'époque. Et vous rentrez dans le système social français sans problème, parce que votre votre acte de naissance contrôlé d'un pays un petit peu ésotérique, ça va passer crème, personne ne va vraiment pouvoir contrôler. Et votre pièce d'identité belge, la Sécu va pas la contrôler. Aujourd'hui, on le sait. Ils ont pas les outils, ils font pas le boulot comme il faut. Et donc, vous rentrez comme ça dans le système très facilement. Moi, j'ai démontré ça dans mon premier livre, avec Zakaria Azbaï, qui était un des fondateurs de l'État islamique en Syrie, et qui est rentré dans le système social français avec un numéro de Sécu français, avec une fausse carte d'identité belge. Bon, mais c'est des exemples qui sont documentés. Et il peut même distribuer ça à d'autres. Enfin, d'autres cartes fabriquées, C'est des choses qui existent, donc c'est pas un sujet de carte vitale. Ils n'ont pas besoin d'avoir des fausses cartes vitales programmées, etc. C'est simplement un sujet d'entrer dans le système et donc d'avoir des droits ouverts qui sont généreusement distribués. Et puis après, une fois que vous êtes dedans, rouler jeunesse, quoi. Et rouler jeunesse. On en parle tout de suite après cette petite pause et avec les auditeurs de Sud Radio. Il y a beaucoup d'appels et beaucoup de réactions. À tout de suite sur Sud Radio 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h49 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Charles Prats aujourd'hui et nous avons Philippe qui nous appelle depuis Narbonne. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour, je voulais revenir avec vous sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les raisons de pourquoi il n'y a rien qui avance. Ben, moi je pense que, on est dans un système actuellement, donc vous parliez des coronesses, très bien. Vous parliez du facteur humain, entièrement d'accord, mais je pense qu'il faut surtout rajouter aussi les injonctions contradictoires. Et en fait, le gouvernement et tout le monde use des injonctions contradictoires à tout vent, en long, en large et en travers. Résultat des courses, c'est un phénomène psychologique bien connu qui entraîne en fait une stase. C'est comme si on plongeait notre envie d'agir dans un pot de gel. Mais donnez-moi un exemple, Philippe, d'injonction contradictoire du gouvernement, par exemple. Il y en a des pelles à la douzaine. Le plus simple pour que tout le monde comprenne bien de quoi je parle. Ouais. Faites des économies, éteignez vos lumières, baissez le chauffage où on va économiser quelques watts. Et 2 secondes après, on a une publicité, acheter une voiture qui fait 160 kilowatts. Par exemple. Faites des économies, lutter contre la fraude, et tout ça. Et d'un autre côté, on a des milliards à donner à l'Ukraine. Voilà. Et sur tous les sujets, on va retrouver ça. Alors oui, effectivement, on donne des moyens peut-être aux douaniers pour lutter contre les fraudes, et d'un autre côté, on va compliquer les procédures pour le tribunal. Il y a toujours comme ça, et en fait, résultat des courses, personne ne bouge, tout le monde est dans sa stase, et les gens qui tirent les épines de leur jeu, qui tirent les épines de leur jeu, eux continuent à prospérer et tout ça. Regardez les rapports de la bourse, on n'a jamais gagné autant d'argent. Oui, ça c'est clair, mais c'est encore, d'accord. Philippe, juste, alors, ce que dit Philippe, c'est que, au fond, est-ce qu'on n'a
pas affaire, à travers ce qu'il appelle les injonctions contradictoires, à une force d'inertie agissante, mais très 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 puissante, cette force d'inertie. Non, mais il a raison. Alors, il a utilisé des termes peut-être un petit peu savants et techniques de psychologie que tous les auditeurs vont pas forcément maîtriser. Mais cette paralysie qu'il dénonce, avec des objectifs effectivement qui sont à 180 degrés, soit dans la communication, soit même dans les actions du gouvernement, c'est une réalité. Voilà, on vous dit que l'endettement est à 3 000 milliards d'euros et plus, oui. Et les déficits explosent, mais on continue de cramer du pognon dans tous les sens. Comme disait Valérie Pécresse, on crame la caisse. Donc c'est effectivement très contradictoire. Puis à un moment donné, plus personne ne sait où on est, où on va, et donc ça ne bouge plus. Et donc c'est un état d'inhibition dû à des ordres qui vont dans tous les sens. Vous savez, quand on est à l'armée, on est d'une génération qui a fait l'armée, on vous disait, quand vous avez un ordre, vous attendez toujours le contre-ordre avant de bouger. Et donc c'est toujours ça. Du coup, c'est le militaire, il reçoit un ordre, il attend le contre-ordre, mais en attendant, il reste sur place. Sauf que du coup, effectivement, rien ne bouge, et c'est ça le problème. On a Pierre qui nous appelle depuis Montèche. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Monsieur Bercoff, bonjour à votre invité. Voilà, on nous demande de faire des économies, ils sont à la rue complet. Par contre, les députés et les sénateurs n'ont pas oublié de s'augmenter, je crois, de 400 € les uns et 700 € les autres. Exact. Pour frais de fonctionnement. C'est aberrant. Enfin, là, on marche sur la tête, quoi. Alors, on nous demande de faire des économies, de se serrer la ceinture, parce que croyez-moi, quand on va dans les supermarchés, il faut regarder à 2 fois les prix. Bien sûr. Bien sûr. Vous comprenez ? Et là, on nous demande, nous, de faire attention. Et alors, eux, par contre, ils ne les pas sur les... Selon que vous soyez puissant ou misérable, la cagnotte sera blanche ou noire. On a une question réseau. La marmite, elle est au bout. Vous allez voir le jour où ça va péter. Eh ben, écoutez, on va voir. On va suivre ça avec vous, Pierre. Merci beaucoup. On a Dominique qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Sud Radio. Bonjour à tous les auditeurs et bonjour à Charles Prats. Bonjour. Bonjour Charles, j'aurais une question à vous poser. J'ai lu attentivement vos livres. Je me pose la question de savoir, quand on voit les montants de cette fraude. Oui. Que cela ne sort pas, parce que par exemple, je veux pas être complotiste, je veux pas être judiciariste, mais est-ce que Roselyne Bachelot, Xavier Bertrand, Agnès Buzyn et consorts ne pourraient pas être mis en responsabilité de ces actes, de ces détournements, parce que finalement c'est du détournement de fonds publics par négligence, et je crois savoir, vous le juriste, vous allez me le confirmer, que c'est du pénal. Est-ce que c'est pas pour ça que c'est mis sous le tapis ? Détournement public par négligence. Détournement de fonds publics. Oui, Dominique a raison. C'est une incrimination qui existe. C'est un délit, et c'est l'explication, à mon avis, une grande partie de l'explication de l'inertie dont on parlait précédemment. C'est la jurisprudence Christine Lagarde, vous savez, qui a été condamnée. Alors, elle a une dispense de peine, mais elle a été condamnée pour ce détournement de fonds publics par négligence. Le détournement de fonds publics par négligence, c'est le fait pour les décideurs dans l'administration ou les ministres d'avoir laissé partir de l'argent public en n'ayant pas fait le boulot nécessaire pour le verrouiller. Vous voyez, je vais vous donner un exemple très récent. Quand vous avez eu le chèque pour les auto-entrepreneurs il y a quelque temps, il y a 1 an ou 2, de remboursement, je sais plus quoi, il y avait un chèque encore, vous savez, l'État, on envoie des chèques pour tout. Oui, donc là, il y avait les chèques pour je sais pas quoi, et les auto-entrepreneurs, la fédération avait prévenu, attention, nous, nos adhérents, l'ont reçu 2, 3, 4 fois. Et donc le ministère avait dit, oui, effectivement, on a fait une erreur, donc que les gens viennent rembourser d'eux-mêmes. Mais j'aime bien que les gens, ils sont pas venus rembourser d'eux-mêmes, et s'ils viennent pas rembourser, on n'ira pas les chercher. Parce que ça nous enquiquine, il y a trop de cas, etc. Mais ça, c'est une négligence, parce que le travail du ministère des Finances, c'est d'éviter de gaspiller l'argent public et donc d'aller rechercher l'argent qui a été indûment versé, même par erreur. Au moins de dire aux gens, attendez, rendez-nous le truc, c'est d'identifier les gens et de dire rendez-le nous. Le fait de ne pas le faire, c'est une négligence dans l'exercice des missions qui aboutit à un détournement de fonds publics. Et là, c'est la même chose. Si vous voulez, le problème, c'est que de septembre 2013, on en parlait tout à l'heure, vous avez ce rapport de l'Inspection Générale des Finances et de l'Inspection Générale des Affaires Sociales qui pointe le problème des droits ouverts en surnombre. En 2020, vous avez la Cour des comptes qui
remet le problème sur le tapis et qui démontre que la situation s'est aggravée entre 2013 et 2020. Elle n'a pas été réduite, elle s'est aggravée. Et donc le décideur, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à ce moment-là, alors qu'il savait, parce qu'il y avait un rapport des deux inspections, qu'il y avait un problème. Le problème n'aurait pas été résolu, mais aurait été un peu circonscrit, il y aurait eu des mesures de prise. Et il n'a rien fait. Il n'y a rien à lui reprocher. Là, il ne fait rien, enfin ils n'ont rien fait, ils ont nié le problème et la situation s'est aggravée. Donc il y a une négligence caractérisée dans la gestion du problème, qui aboutit quand même à de la perte d'argent public. Donc négligence, et ça joue un rôle extrêmement important. J'ai compris. Lesquels un certain nombre de hauts fonctionnaires sont tétanisés à l'idée que ce problème revienne sur la table. Absolument, merci. On a beaucoup de choses à dire là-dessus, on en reparlera. En tout cas, c'était très riche d'enseignements. Et merci à tous de nous avoir écoutés. André Berkoff, on se retrouve demain entre midi et 14h. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.